Ok, alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux choses qui sont essentielles et qui sont importantes. Donc, de un, l'UML comme langage de modélisation. Et puis, donc, un petit aperçu. On va voir l'UML, on va simplement, je vais vous introduire alors de l'UML. Parce que, accrochez-vous dans cette formation, donc on va voir pas mal de cas pratiques et on va aborder pas mal de diagrammes. Donc là, c'est une petite introduction. Et ensuite, je vais vous introduire un petit peu dans tout ce qui est orienté objet. Donc, comme vous voyez avec moi, on va utiliser le UML, donc ce qui veut dire Unified Modeling Language. Donc, il a été pensé donc pour être un langage de modélisation visuelle commun et riche sémantiquement et syntaxiquement. Donc, elle est destinée à l'architecture, donc la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes, donc alors par leur structure aussi bien que leur comportement. Donc alors, je continue. Il faut savoir qu'un objet en programmation offre une représentation abstraite donc d'un objet du monde réel, dans le but de le simuler. Et donc alors vous avez donc alors pas mal de types d'objets. Vous avez par exemple des objets métiers comme un compte bancaire, donc alors une facture, un client, ou bien des objets de type abstrait comme un écran de consultation de compte. On peut modéliser une connexion vers une base de données ou bien un composant graphique. Ensuite, ces objets peuvent communiquer entre eux, donc sans aucun problème. Et alors, euh, donc ici, par rapport à l'approche orientée objet, donc alors, voilà, donc je vais aller directement ici. Donc alors, l'orienté objet, en fait, va nous permettre d'utiliser pas mal de techniques afin d'abstraire donc alors le métier client et afin de le modéliser pour qu'il soit implémentable par les développeurs. Donc il y a cette notion d'abstraction qui consiste à masquer donc les informations et l'implémentation des objets. Et simplement, les objets ils vont communiquer par une interface qu'ils vont exposer au public. Donc alors, un objet, il peut effectuer des tâches. Simplement, il va nous dire qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais comment le faire, ça, ce sera encapsulé, ce sera caché. Parce que demain, par exemple, il veut améliorer sa manière de gérer les choses. Et nous, ça ne va pas nous impacter parce que on va l'appeler de la même manière. Mais la façon dont il fait ce traitement, donc c'est caché, c'est encapsulé. On n'a pas à aller voir comment il fait les choses. Ensuite, l'abstraction. Donc alors, les objets sont issus de classes qui sont de bonnes abstractions, donc alors du modèle réel, monde réel. Et aussi, vous avez donc cette notion de relation. Il faut que certains objets vont être liés entre eux à travers des relations. Aussi, les messages, les objets peuvent communiquer entre eux via des messages. Et ensuite, la notion d'héritage. L'héritage, il va nous permettre de récupérer des propriétés et des comportements d'autres classes d'objets, les factoriser au niveau d'une classe supérieure. Donc alors, les étapes de développement logiciel, quand on développe une application, ben, ici, vous avez une approche ou bien une manière de faire. Vous commencez par la définition des besoins, donc l'analyser donc du système, analyser le système, concevoir le système, programmer l'application, le besoin, déployer cette application, tester et puis maintenir le système. Et il faut savoir que les cycles de vie donc, permettent d'organiser donc, les étapes de développement de différentes manières en fonction d'un certain nombre de critères relatifs au projet de développement. Maintenant, donc pour la modélisation, on commence toujours, on part de la réalité. Donc alors une représentation mentale de nos clients, donc une connaissance des règles. Peut-être on a une expérience dans ce secteur, donc on part de ça. Ensuite, on va modéliser tout ça sous forme de modèles, des représentations, des formulations rigoureuses, ce que j'appelle un langage semi-formel. Donc pourquoi? Parce que transformer un texte écrit en français qui peut contenir des ambiguïtés en un langage semi-formel comme UML, c'est-à-dire des schémas rigoureux, donc alors éliminerait donc les ambiguïtés, élimine les ambiguïtés, les erreurs, les synonymes, il faut les éliminer aussi. Et donc alors ça va nous permettre d'avoir voilà, donc des graphes. Ensuite, on passe à l'implémentation et voilà. Maintenant, on va passer à la définition d'un modèle. Donc il faut savoir qu'un modèle est une représentation abstraite de la réalité qui exclut certains détails du monde réel. Elle permet de réduire la complexité car on se focalise sur l'essentiel d'un phénomène en l'éliminant. Donc détails qui influencent donc pas mal de ici donc influence n'influence pas donc qui n'influence pas donc les détails qui n'influencent pas
le comportement de manière significative. Donc des objets, donc alors le fait d'éliminer des détails, donc il faut que ces détails n'impactent pas le comportement normal d'un objet. Donc alors il faut fermer les yeux sur certains détails, comme ça on va modéliser l'essentiel. Et elle reflète ce que le concepteur croit important pour la compréhension. Et là, donc, la modélisation donc alors du phénomène, donc les limites du phénomène modélisé donc dépendent des objectifs du modèle. Voilà. Donc alors, ici, on peut procéder à la modélisation par une décomposition fonctionnelle, c'est-à-dire une approche descendante, top-down. On va décomposer la fonctionnalité globale jusqu'à obtenir des fonctions simples à appréhender et donc à programmer. Donc c'est la fonction qui donne la forme du système. Maintenant, je vais vous montrer les différents diagrammes. Donc ici, en UML, vous avez deux types de diagrammes, donc des schémas structurels, des diagrammes structurels et des diagrammes comportementaux. Donc alors, ces diagrammes structurels, ils vont nous permettre donc alors de créer, donc de s'occuper de l'aspect dynamique de la chose. Et les diagrammes, pardon, donc l'aspect statique, ça va nous permettre en fin de compte d'élaborer un schéma de base de données qui est souvent relationnel. Et les diagrammes de comportement, simplement, nous décrire les scénarios de l'utilisation de cette application. Donc pour les schémas structurels, vous avez les diagrammes d'activité, les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes machine d'état et puis les diagrammes d'interactivité ou bien d'interaction. Et les diagrammes de comportement, vous avez le schéma de déploiement, le diagramme de classe. On va choisir quelques-uns, on va un peu les expliquer, vous donner simplement une idée parce que vous avez toute une formation sur ces diagrammes. Donc alors, voici un exemple d'un diagramme de classe, comme vous voyez avec moi. Donc les différentes classes sont listées ici. Donc alors, vous voyez qu'il y a ici donc un client. Un client donc peut passer de 0 à n order et un ordre est passé par un et un seul client. Un ordre donc alors peut contenir des ordres details et un ordre details appartient à un ordre. C'est une relation de composition parce que si on détruit l'ordre details est détruit aussi. Donc un ordre peut être réglé moyennant un paiement et un paiement peut être fait de deux manières, donc cash ou bien via une carte bancaire. C'est la relation d'héritage, c'est la relation de composition, c'est une association, c'est une relation one-to-many. Tout ça est détaillé un peu plus loin. Donc alors je continue. Vous avez le diagramme de cas d'utilisation. Voici un exemple d'un système de vente de voitures. Donc vous avez donc, les acteurs à gauche et à droite. Et vous avez les cas d'utilisation. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais en gros, donc le personnel de vente, il peut préparer donc le contact. Le directeur, il peut accepter l'offre. Donc alors les deux comprennent, donc ici comprendre donc la gestion de l'offre. Donc alors je ne vais pas entrer dans les détails encore une fois. On peut avoir une relation d'héritage donc entre les utilisateurs ou bien les acteurs. C'est-à-dire que le nouveau client et l'ancien client peuvent hériter donc alors d'un acteur fictif virtuel abstrait client. Le diagramme d'activité, souvent on l'utilise pour détailler les cas d'utilisation. Il va décrire le scénario donc alors ici de la vente, voilà, avec les différents intervenants dans ce qu'on appelle des couloirs ou bien des swim lanes, vendeur, consultant, administrateur. Et chaque acteur ici, on va voir donc ici dans son couloir les différentes activités que lui va faire. Donc le diagramme machine à état, souvent est utilisé quand dans un passage dans une application, vous avez un objet qui peut avoir donc alors plusieurs états. On va suivre cet objet avec ses différentes états. Comme vous voyez ici, je ne vais pas encore une fois entrer dans les détails. Le diagramme de séquence aussi, on peut l'utiliser pour détailler un cas d'utilisation. Donc celui-là, il va nous montrer donc l'utilisation des objets avec les messages entre les objets. Donc alors la création et la destruction d'un objet. Donc alors les branchements et puis les boucles. Donc le diagramme de représentation des interactions, donc c'est un diagramme un peu plus global. Et dans ce diagramme, on va carrément voir comme une entité des diagrammes à l'intérieur.
Donc, schéma des composants. Donc, ici, vous avez parfois besoin de coucher sur papier même des éléments physiques. Donc, un système de commande, administrateur du magasin, voilà. Donc, un système de paiement. Le voir sous forme d'un schéma. Diagramme de déploiement. Donc, c'est quand on veut déployer une application multi-serveur. Donc, il vaut mieux avoir un diagramme qui va clarifier donc l'architecture de ce déploiement. Le diagramme d'objet. Le diagramme d'objet, lui, il va nous montrer l'interaction entre les objets. Donc le diagramme de classe, lui, il nous montre le schéma statique et l'interaction entre les différentes classes. Et le diagramme d'objet, il va nous montrer vraiment les instances ou bien les occurrences qui entrent en interaction. Vous avez aussi le diagramme de paquetage, parce qu'on utilise des packages quand on développe une application. Ce serait bien d'avoir ce diagramme nous montrant la structure de notre application. Et le diagramme de profil, c'est quand on travaille. Dans une autre application, vous avez plusieurs profils et que chaque profil doit effectuer certaines tâches. Donc ici, pour la suite, vous allez devoir installer Enterprise Architect parce que tous les éléments vont être faits avec Enterprise Architect. Mais vous n'avez pas qu'Enterprise Architect, vous avez d'autres solutions gratuites comme Asta, comme il y en a pas mal, là, toutes inflopées sur Internet. Donc alors, voilà. Mais je vous conseille d'utiliser Enterprise Architect car c'est une solution complète. Elle est largement utilisée dans les grandes structures et les moyennes et petites entreprises. Donc alors, ce serait bien de prendre l'habitude à l'utiliser. Je vous mets en fait des étapes ici sur comment créer votre premier projet. Et euh, je clique ici pour vous montrer si ça va le faire. Un exemple d'une analyse que j'avais faite. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais simplement vous montrer. Donc, elle a été donc déployée sur Internet. Et voilà. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails. Pour la description, vous avez un diagramme de cas d'utilisation, un schéma conceptuel et puis un schéma physique. Merci pour votre attention.